sommes vendredi 23 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du Forum de la presse de Studio Kalangu que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Pour ce numéro, nous allons d'abord parler des résultats globaux provisoires des élections législatives partielles de la diaspora du Niger qui sont connus depuis ce mercredi 21 juin. Ensuite, il sera question du déroulement des examens écrits du baccalauréat qui ont débuté le lundi 19 juin sur toute l'étendue du territoire nigérien. Nous terminerons avec la question des réfugiés à l'occasion de la célébration ce 20 juin de la journée des réfugiés. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio Mme Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Garé Amadou, il est directeur de publication du journal Le Canard déchaîné et journaliste à La Nation. Bonsoir Garé. Oui, bonsoir. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les résultats globaux provisoires des élections législatives partielles de la diaspora du Niger ont été annoncés le mercredi 21 juin. Ces élections qui n'ont pas pu se tenir en 2021 lors des élections générales nigériennes en raison de la pandémie de la COVID-19 ont finalement eu lieu le 18 juin dans les 15 pays retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, le parti au pouvoir, le PNDS Taraya, a gagné 2 places, le Modenfa Lumana également 2 places et le MNSD Nassara 1 place. Je commence avec vous, Maimouna Diado. Quelle est votre appréciation du déroulement de ce scrutin? Merci Nafisa. Donc, mon appréciation, c'est que ça s'est bien passé. Les élections se sont bien passées au niveau donc, de la diaspora. On n'a pas en tout cas entendu d'incidents majeurs, que ça soit technique, que ça soit au niveau donc le jour J même des élections. Et je félicite en tout cas la CENI pour cette bonne organisation et les partis politiques aussi, parce que les partis politiques ont eu à sensibiliser leurs militants pour que ça soit des élections libres, crédibles et transparentes. Et donc ils sont à remercier. Et là, je parlerai également de les 2 sièges du PNDS Taraya, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, les 2 sièges également du Modenfa Lumana, bien que le Modenfa Lumana, même les 5 ans passés, le Modenfa Lumana avait eu 2 sièges au niveau donc, de la diaspora. Donc c'est dire qu'ils ont pu conserver quand même les 2 sièges. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient même que le Modenfa Lumana n'aurait même pas les 2 sièges-là. Peut-être que le parti allait sortir avec un seul siège. Mais là, on constate que c'est les 2 sièges. Et le MNSD Nassara aujourd'hui, c'est vrai, moi je pensais que le MNSD Nassara aurait pu avoir plus de un siège, mais malheureusement c'est un seul siège, il doit se contenter de ça. Et je pense que le siège même qui a été attribué au MNSD, c'est dû également peut-être à des problèmes que les autres partis politiques, quand je dis les autres partis politiques, le Modenfa Lumana a un problème sérieux au niveau donc de la diaspora et surtout au niveau donc du Ghana. Ce sont des problèmes internes. Et je pense que ce sont ces problèmes-là qui ont affecté le Modenfa Lumana et qui a permis au MNSD Nassara de gagner, d'obtenir le siège là. Mais de toutes les manières, maintenant nous avons nos 5 députés de la diaspora qui vont siéger à compter donc de la proclamation, la validation définitive de la liste qui a été soumise au niveau de la Cour constitutionnelle, puisqu'il peut y avoir aussi des réclamations, surtout venant, je vois, du niveau donc, de Kinshasa. J'espère qu'ils ont, je pense qu'ils ont des réclamations à faire aussi, et c'est tout à fait normal. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'ils ont failli pour ne pas prétendre ne serait-ce qu'un seul siège. Mais dans tous les cas,
Ils vont venir, ils vont s'installer et ils vont collaborer avec déjà les autres députés qui sont en place et souhaitons-leur donc de faire le travail pour lequel c'est... Pour les Nigériens vivant à l'extérieur. Pour les Nigériens vivant à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de questions. Justement, beaucoup est attendu d'eux. Et je pense qu'ils feront peut-être la différence, qui sait. Pour rappel, donc, l'Assemblée nationale du Niger compte actuellement 166 députés. Avec donc ce scrutin, le nombre est donc passé à 171 comme prévu par la Constitution nigérienne. Alors, Garé, quels sont les défis qui se posent à ces 5 nouveaux élus? Bon, d'abord, il faudrait d'abord que les députés rattrapent le temps perdu parce qu'ils ont perdu pratiquement 2 ans, n'est-ce pas? Et, bien sûr, ce n'est pas leur faute, mais ce n'est pas aussi la faute de la CENI. Il y avait ce satané Covid-là qui est rentré et qui a vraiment tout bouleversé sur le plan, en tout cas, planétaire. Donc, maintenant que les choses sont au beau fixe, ils n'ont qu'à se mettre au travail, n'est-ce pas? Et à affronter les prochains dossiers qui vont être soumis au niveau du Parlement, parce que ce qui est passé est passé. Donc, il n'y a rien à dire, voilà. Mais par exemple, sur quoi ils peuvent mettre l'accent qui peut vraiment intéresser les Nigériens vivant à l'extérieur? Oui, mais tout dépendra de la programmation des sessions de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, quand elle programme des sessions, il y a plusieurs sujets qui sont programmés. Et voilà, s'ils ont des préoccupations qu'ils estiment être des préoccupations légitimes, bon, à eux de les soumettre, n'est-ce pas, pour qu'ils soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration du calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je suis sûr que, comme l'a dit Memouna, au niveau de la diaspora, il y a forcément ils ont des soucis, n'est-ce pas, au niveau de représentation consulaire, au niveau de leur présence dans certains pays, les difficultés qu'ils rencontrent. Peut-être qu'ils voudraient que l'Assemblée nationale puisse statuer, n'est-ce pas, sur certaines dispositions légales ou je ne sais pas quoi. En tout cas, bon, il y a des choses, vous comprenez. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, même s'ils sont au niveau de la diaspora, ce que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale du Niger. Donc forcément, c'est la vie de la nation qui compte. Et la vie de la nation, donc ils ont leur mot à dire, même s'ils vivent à l'extérieur, ils ont des choses à dire dans le cadre en tout cas de la conduite, en tout cas de l'État et de la vie de la nation. Donc ils vont apporter leur pierre à l'édifice et j'espère quand même que leur venue va encore beaucoup plus enrichir les débats. On le souhaite vraiment. Voilà. Ousseini Issa, pour rappel, je le disais, le Parlement a 2 ans. Quel va être selon vous le statut de ces nouveaux députés après l'installation du Parlement? Comment rattraper le retard, comme le disait Gary? Mais quel retard? Du point de vue travail ou bien les salaires concernant leur statut? Le statut, ils sont des députés, tout simplement. Maintenant, je ne sais pas quel mécanisme ils vont adopter. S'il faut leur faire des rappels, je n'imagine pas que ça puisse... Est-ce qu'ils ont... Il n'y a pas? Voilà. Je pense que ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est légal? Non, oui, c'est ça ce que la loi dit. La loi dit que le député, il prend fonction et on commence à le payer le jour où il prend fonction. Mais justement, on ne peut pas faire un rétro, ça ne peut pas être rétroactif. C'est-à-dire que pour les années non, mais bien évidemment, c'est fini. Ils vont faire un demi-mandat. Demi-mandat, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce qu'on ne peut pas aller calculer encore 2 ans ou 2 ans et demi pratiquement de mandat pour le verser, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on attend d'eux, peut-être une fois installés à l'hémicycle, c'est qu'ils posent les vrais débats concernant l'extérieur, comment les Nigériens vivent, parce qu'il y a des pays dans lesquels les Nigériens sont confrontés à des difficultés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambassade ou il n'y a pas de consulat, mais parce que tout simplement, au niveau de ces ambassades et ces consulats-là, ils ne font pas le travail qui est attendu d'eux en matière de protection. Justement, vous, quels sont vraiment les vrais problèmes auxquels les Nigériens à l'extérieur sont confrontés? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Souvent, les Nigériens sont confrontés à des difficultés. Il y a des pays dans lesquels où pratiquement les ambassades sont inaccessibles. C'est-à-dire quand vous avez votre problème, ou c'est la communauté qui vit là-bas, vous approchez la communauté, mais l'ambassadeur et son staff ne s'occupent pas de... Comme avait dit, il y a beaucoup de pays comme ça. Je sais pas, mais c'est sûr, quand les députés vont être là, c'est qu'ils vont poser ces problèmes, ce type de problèmes qu'ils rencontrent, qui sont des problèmes réels. Souvent, même des étudiants nigériens qui sont dans ces pays-là, les étudiants, ils ont des difficultés. Et là, peut-être quand ils vont remonter comment ça s'appelle, ils vont porter la voix, c'est que le gouvernement va être sensible par rapport à certaines difficultés. Oui. Parce que souvent, vous voyez les étudiants qui vivent à l'extérieur, au Niger, et dans d'autres pays, souvent on leur empêche de prendre les cours parce que les frais de scolarité n'ont pas été
les frais de scolarité n'ont pas été versés. Oui. Pendant des années, ça fait qu'on les chasse ou on leur empêche de prendre les cours. Plus récemment encore, il y a des médecins qui sont allés en spécialisation ici au Burkina. Le problème s'était posé. Je ne sais pas si ça a pu être réglé ou pas. Mais maintenant, avec des députés qui sont là, c'est qui est sûr, qui sont d'abord représentants du peuple, mais également qui connaissent un peu les réalités dans ces pays, ils peuvent apporter un plus au niveau du débat pour que le gouvernement soit beaucoup plus sensible à la situation des Nigériens qui vivent dans ces pays-là. Alors vous, Maimouna, quel est votre dernier mot peut-être? Qu'est-ce que vous recommandez à ces nouveaux élus une fois après avoir pris le siège? Oui, ce que nous pouvons recommander, c'est qu'ils s'y mettent en tout cas pour mieux travailler pour ceux qui les ont élus, parce que c'est la diaspora aussi. Et Hussein l'a bien dit, il y a tellement de problèmes. Et donc, la diaspora a besoin de se sentir plus proche également du Niger. Faire les débats d'ouverture, pourquoi pas participer, donner leur point de vue, puisque c'est les représentants de la diaspora. Aujourd'hui, quand vous regardez, comme je l'ai dit, avant même ces élections-là, avant même que les 5 soient élus, j'avais parlé de sensibilisation de la diaspora, sensibiliser la diaspora, ces populations-là, pour leur faire comprendre la vraie situation réelle du pays. Dans quoi aujourd'hui le Niger est en termes de sécurité? Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Qu'est-ce que les populations sont en train de faire? Il faut que ces communautés, ou bien il faut que la diaspora puisse connaître tout cela. Parce que quand vous regardez, quand vous les écoutez à travers les réseaux sociaux, on sent qu'il y a des informations qui les échappent. Effectivement. Et c'est pour ça que des fois, quand ils font ces débats, les débats à travers les réseaux sociaux, tu as comme l'impression que c'est pas des débats fondés, c'est pas des débats qui font avancer le pays. Donc il faut aller dans le sens de la sensibilisation, aller dans le sens pour leur dire que aujourd'hui voilà ce que nous sommes en train de vivre. Vous-même vous faites partie de ce pays-là, même que vous êtes à l'extérieur, vous avez les moyens aujourd'hui de venir et d'investir dans ce pays. Vous pouvez investir dans les secteurs sociaux de base, pourquoi pas? C'est le développement du pays. Il y a tout cela. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme que ces députés doivent faire en termes de sensibilisation et en termes également de contribution de ces Nigériens de l'extérieur pour un bon développement de ce pays. Justement, oui. Je voulais dire en fait que ces élections de la diaspora aussi, je l'ai déjà dit sur ce plateau-là, elles revêtent quand même une symbolique assez particulière. Laquelle? Vous savez, la plupart des menaces de déstabilisation, n'est-ce pas, ou de création de conflits sur le sol national proviennent souvent de la diaspora. Et ce n'est pas spécifique au Niger en fait. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, c'est pratiquement des gens de la diaspora qui appelaient à les mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, créer la psychose. Créer pour que le pays brûle. Alors, à travers l'élection de ces députés-là, la diaspora doit comprendre que le pays-là nous appartient tous. Et que si le pays-là brûle, c'est nous tous qui allons perdre. Il ne faut pas penser que parce qu'on est à l'extérieur, que si le pays brûle, que non, ça ne te concerne pas. Non, ça te concerne. Et donc, je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience. Et ces députés-là ont un travail à faire, comme l'a dit Maimouna, dans le cadre de la sensibilisation des militants. C'est-à-dire, les militants maintenant qui ont voté pour eux doivent comprendre qu'ils ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout appel à la sédition, tout appel à la guerre civile, tout remet en cause ce vote-là qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont voté pour des députés qu'ils viennent représenter. Donc, les appels à la haine, les appels à la destruction, les appels tout cela doit cesser une fois pour toutes, j'espère, à partir de ce moment-là. Il faut donc une vraie contribution de ces Nigériens vivant à l'extérieur, même pour faciliter la tâche à ces nouveaux élus. Vous êtes d'avis, vous aussi, Hussein Issa? Oui, bien sûr, mais moi, la chose sur laquelle je mets l'accent, c'est surtout, je connais beaucoup de cas, surtout les étudiants qui vivent, souvent, c'est des choses très difficiles. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en terre étrangère, la chancellerie qui est là n'est pas là à votre disposition. Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très grave, moi, à mon sens, parce que ça décrédibilise l'image d'un pays. Quand des étudiants se retrouvent, qu'on dise qu'ils ne sont pas en train de prendre cours, ou carrément, même là où ils dorment, on les met dehors, alors que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Mais avec ces députés qui sont là, désormais, ils vont attirer l'attention. Quand le problème va se poser, quelque part, il y a des représentants qui vont dire au gouvernement, non,
il faut accomplir votre mission, n'est-ce pas? Ça, c'est la chose la plus importante à mon sens. Sinon, du point de vue des autres aspects, notamment, c'est des aspects, moi je dis quelque part individuels, comme ça se voit dans d'autres pays, les Maliens qui sont dans la diaspora, ils font des investissements personnels chez eux, dans leur village et tout et tout. C'est pas aux députés de leur dire ce qu'ils veulent faire, ils vont faire, qui ont les moyens. Même s'ils le disent, peut-être c'est une prise de conscience individuelle, oui. Voilà. Bon, c'est une prise de, c'est ce que je suis en train de dire, parce que le pays, souvent, eux, ils font des choses, ils peuvent se mettre au niveau d'une région donnée, ils peuvent collecter de l'argent. Oui, voilà. Nous espérons donc que les défis qui se posent à ces nouveaux élus soient relevés positivement. Passons donc au deuxième sujet du forum de la presse, une question éducative. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté le 19 juin sur toute l'étendue du territoire nigérien. Ils sont 92 956 candidats, toutes séries et spécialités confondues, parmi lesquelles 37 837 filles à se lancer à la conquête du premier diplôme universitaire. Gary Amadou, comment vous analysez le déroulement des épreuves du baccalauréat de cette année? Bon, honnêtement, pour être honnête, je n'ai pas suivi ce processus-là. Et donc, je crois que... Sinon, dans l'ensemble, on a dans l'ensemble, il paraît que ça s'est bien déroulé. Mais moi, mon souci, c'est au niveau de la correction. Justement, on allait en venir à voilà, cette question. C'est au niveau de la correction. Vraiment, j'appelle ceux qui sont chargés de la correction à être sérieux. Vous ne pouvez pas mettre en péril l'avenir des enfants à partir de corrections bâclées ou faites à la légère. Parce que je vous Surtout que c'est la transition avec l'université. Mais oui. Mais écoutez, est-ce que ceux qui sont chargés de corriger sont des gens qui ont passé toute l'année à donner des cours? Pour moi, c'est d'abord la règle. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est dans un bureau, assis, décider que non, celui qui va corriger des épreuves, qui n'a pas donné cours pendant toute l'année, et celui qui va corriger des épreuves. Et ça fait... C'est injuste, oui. Mais ça fait des années. Et ce sont ces gens-là qui doivent corriger des cours. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Comment pouvez-vous mettre en péril l'avenir des enfants à partir de légèretés comme ça? Et ça, c'est l'État qui est fautif. Parce que pour moi, l'État ne doit pas permettre à des gens qui ne donnent pas cours, n'est-ce pas, de venir corriger les épreuves des élèves. Beaucoup d'avenirs ont été gâchés comme ça, hein, je vous assure. Mais vous avez des professeurs de philo qui ne comprennent rien à la philosophie et qui sont chargés de corriger des épreuves de philosophie. Mais est-ce qu'il y a des critères sur lesquels Mais je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Mais ça, là, c'est une récrimination qui revient chaque année. C'est-à-dire qu'on sélectionne des gens pour corriger sur la base d'acquaintances ou de vraiment des trucs fallacieux, au lieu de choisir des enseignants créés à main qui donnent des cours. Et c'est valable aussi pour le... C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Et l'État regarde et on n'y fait rien. Et beaucoup d'avenirs, je vous dis, ont été gâchés. Vous allez voir à la proclamation des résultats, ce sont des étudiants qui sont brillants, qui sont étonnés qu'ils aient échoué. Mais parce que la correction a été bâclée. Vous savez, on leur donne des copies et les gens font ce qu'ils veulent. Ils mettent les notes qu'ils veulent. Mais comment pouvez-vous détruire une vie comme ça? Comment pouvez-vous détruire des avenirs comme ça? Donc vraiment, moi, j'interpelle ceux qui corrigent. Si tu sais que tu ne peux pas corriger, si tu sais que ça fait plusieurs années que tu ne donnes pas cours, vraiment, n'accepte pas pour l'argent de venir corriger et de bâcler, de détruire l'avenir des enfants. Ça, c'est criminel. Maimouna Diado, quel est votre avis sur l'organisation des examens du baccalauréat de cette année 2023? Mon avis, c'est que l'organisation s'est bien passée, puisqu'on n'a pas aussi entendu de problèmes. Même avec la Halcia qui est à pied d'œuvre, pour éviter toute fraude. Mais je pense que ça n'a pas empêché. Je pense qu'ils ont eu quelques récidives d'étudiants. Ça a toujours été... tentatives de fraude. Mais justement, quand on regarde, en tout cas dans l'aspect organisationnel, c'est quand même très réconforté. Et les épreuves ont été étudiées selon le niveau des étudiants et de ces candidats, excusez-moi. Et je pense que c'est là où il faut mettre l'accent, c'est là où Gary a mis l'accent. C'est vraiment la correction. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des correcteurs, en tout cas, qui savent que la correction ou bien les notes qu'ils vont donner dépendra en tout cas de l'avenir de ce candidat qui a pris tout le temps
pour étudier ou dont les parents ont fait des sacrifices énormes pour que leurs enfants puissent réussir au baccalauréat. C'est très important. Et comme il l'a dit, ce n'est pas la première fois ni la seconde fois que nous voyons des professeurs qui n'ont jamais et qui ont fait des années sans être dans des classes pour enseigner sur le terrain et aujourd'hui qui sont des correcteurs. Nafisa, c'est comme ce que nous sommes en train de faire en termes de journalisme. Quand tu fais quelques années, tu perds la main. Tu perds la main. Et quand tu perds la main, il te faut encore revenir sur le terrain pour pouvoir être journaliste de terrain, comme tu le sais. Donc c'est très important. Le gouvernement est interpellé et surtout que cette discussion a suscité, a commencé d'abord au niveau de ces enseignants-là. Entre eux-mêmes, ils savent qui est qui. Ils savent. Ils voient, on met des gens qui voilà. Ils mettent en péril et le gros problème, c'est surtout ces enfants-là qui sont dans les zones rurales. C'est ça le gros problème. Malheureusement, c'est là où il faut surveiller, c'est là où il faut faire la correction, comme ça se doit. Parce que c'est des zones qui sont éloignées, c'est des zones où tout est permis, c'est des zones où quand tu bâcles certaines choses, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu peux t'orienter pour aller réclamer. C'est très important parce qu'en termes de le baccalauréat, je pense qu'il y a des moments où on donne de réclamations, en tout cas, pour que les élèves qui se sont vus hacher quelques notes puissent aller réclamer pour voir si réellement la copie a été bien corrigée ou bien n'a pas été corrigée. Ça, c'est très important aussi. Et nous espérons, en tout cas, qu'il y ait un fort taux d'admission pour le bac, comme il est aujourd'hui pour le BEPC. Il revient donc au gouvernement vraiment de revoir la question des correcteurs. Vous, Hussein Issa, un mot sur l'organisation du baccalauréat. Et selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette année, on note une progression de 7,5 de l'effectif des candidats, même par rapport à 2022. Et le nombre des centres d'examen est passé, quant à lui, de 202 en 2022 à 213 en 2023. Que comprendre à travers ces chiffres qui ont évolué? C'est tout à fait naturel, on a fait ça. Mais ça veut dire que chaque année, il y a quand même de nouvelles classes qui sont, comme on avait dit, au niveau du lycée, des secondes, des premières. Il faut rajouter parce que la demande croît, n'est-ce pas? L'accès aussi, il faut que ça suive. C'est ça qui explique cette progression-là. Il n'y a rien de comme on avait dit, ça ne peut pas être des chiffres statiques. Oui. Nous, quand nous avons fait les bacs, on pouvait compter, c'était des milliers de candidats. Voilà. Alors, au fur et à mesure que la population progresse, on va se retrouver avec des situations comme ça. Il n'y a rien de surprenant en cela, mais je vais insister un peu sur ce que Garé et Memouna ont dit. C'est du point de vue de la correction surtout, parce que moi, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Au Karma, c'est des enseignants qui, à main, on les met de côté. Et on va prendre des gens qui sont assis dans des bureaux, qui ont fait peut-être 4, 5, 6 ans, 10 ans sans aller dans une classe. Et c'est eux qui vont corriger. Toi qui as passé l'année avec la CRE, à expliquer aux enfants, et toi, on te met de côté. Bon, tout ça, on peut mettre fin à ça systématiquement. Normalement, on doit privilégier ceux qui ont enseigné. Mais comment mettre fin à ça? Mais non, c'est le gouvernement qui doit taper du poing sur la table. Mais si c'est le gouvernement qui autorise à ces non, on doit pouvoir dire comment ça s'appelle la structure qui est chargée d'organiser. Voilà les critères de sélection des candidats, et pas des candidats, des correcteurs. Oui. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un, juste un enseignant, il a enseigné, on lui dit juste, il va surveiller. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de faire la correction, on le met de côté. Ça n'a aucun sens. Et le gouvernement peut mettre fin à ça. Il y a des critères qu'on peut mettre en place. Quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans dans un bureau, est-ce qu'il peut aller corriger? D'accord, il est philosophe, il est peut-être littéraire, mais ce n'est pas évident qu'il soit en mesure comme avait dit, de corriger, de faire des bonnes corrections. Moi, je pense qu'il faut mettre surtout l'accent sur ça. Et puis, ce qu'on peut dire, de souhaiter aussi bonne chance aux candidats. Justement. Et outre l'examen du baccalauréat, le BEPC qui s'est déroulé la semaine dernière, certains résultats donc, ont commencé à être proclamés le jeudi. À travers un constat, certains établissements ont pu faire 100% de réussite. Un commentaire peut-être sur
ces résultats, Gary? Oui, les filles, 100%, mais c'est surtout au niveau des écoles privées. Voilà le hic du système éducatif nigérien. Ça a toujours été ainsi? Oui, mais écoutez, c'est triste que, en tout cas, l'école publique, qu'elle soit une école de seconde zone, que ce soit aujourd'hui les écoles privées qui ont le plus de taux de réussite. Nous, on entend partout, on entend telle école 100%, telle école 100%, telle école. Mais si vous demandez... Publique? Ah non, si vous demandez au niveau des écoles publiques, c'est pas ça. C'est pas le même chiffre. Ça m'étonnerait que ça soit le même chiffre. Et donc, je n'ai pas les chiffres, mais d'une manière générale, depuis plusieurs dizaines d'années, ce sont les écoles privées qui font le plus fort taux de réussite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que l'État est en train de délaisser l'école publique. Pourquoi? Au niveau de la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? C'est pratiquement un enseignement au rabais. Parce qu'au niveau des écoles privées, on sélectionne les enseignants qui vont donner cours. Donc, si tu n'es pas capable si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise les mathématiques, tu ne viens pas. Alors qu'au niveau des écoles publiques, des civicards, tu viens faire le service civique et c'est à travers ça que tu donnes des cours. Donc, vous voyez, franchement, je pense que le fait que les réussites sont plus contestées au niveau des écoles privées doit nous interpeller, doit interpeller l'État pour que on puisse revaloriser l'école publique. Il faut qu'on revalorise l'école publique. Parce que nous, à l'époque où on a fait l'école, n'est-ce pas? C'était l'école publique. Voilà. Tout ce que vous voyez sur ce plateau-là, c'est l'école publique. Hein. Nous, on n'a pas fait des privés. Hein. C'est l'école publique. Et en ce moment, il y avait des enseignants de qualité. Mais depuis qu'on a mis la contractualisation, on a complètement tué l'école publique. Et ce qui fait que ça a fait l'affaire des écoles privées. Aujourd'hui, comment pouvez-vous être étonné que l'école privée est 100%? Et vous croyez que ceux qui ont des enfants qui vont faire le brevet l'année prochaine, ils vont courir vers les écoles privées. Ils sont sûrs qu'il y aura l'enseignement de qualité et des chances que l'enfant réussisse. Mais Mouni Diado, les réussites pour le brevet, pour le BEPC au niveau des écoles privées en soi sont une bonne chose, mais ils doivent interpeller tout un chacun, selon Gary. Mais oui, Gary a parfaitement raison. Ça doit interpeller tout un chacun. Parce que si on continue à envoyer nos enfants vers le privé, mais quel sera l'avenir aujourd'hui de l'école publique? L'école publique, ça veut dire que la vendeuse de beignets ou celui qui se démerde doit d'abord se démerder pour financer la scolarité de son enfant. Ça veut dire que les 25 francs, les 50 francs qu'elle est en train de récupérer, elle le fait uniquement pour que son enfant puisse avoir, pour réussir. Et pour réussir, aujourd'hui, quand tu leur demandes, ils vont te dire non, mets ton enfant dans le privé. Donc, malheureusement, c'est à ça que nous sommes en train de... à la portée de tout. Voilà, mais aujourd'hui, quand vous regardez, les frais de scolarité ne font que grimper. C'est de 100 000 et l'année prochaine, on te dit 200 000. 200 000. Il y a des écoles qui ont jusqu'à 1 million. 1 million, hein, à Niamey. Il y a des écoles jusqu'à 1 million. Donc, pour uniquement donner les conditions d'études aux enfants. Donc, voilà, le problème doit être réglé par l'État. Avant les années, l'école publique a cessé de fonctionner après les années 90. Parce que tous ceux qui ont fait l'école publique, en tout cas moi j'ai fait l'école publique dans les années 80 jusqu'en 90, l'école n'était pas comme ça. C'est ces dernières années Ce sont ces dernières années, les dernières années, quand je dis c'est après 90 que nous sommes rentrés dans cette situation. Voilà, la contractualisation. Et également quand on a donné la possibilité aux écoles privées, en tout cas, de faire les écoles privées. Et maintenant, il faut que l'État revienne dans l'ancien système. Lequel? Avant, c'était les enfants des riches, les enfants des gouvernants qui se trouvaient dans les écoles publiques. Aujourd'hui, quand tu vas aller dans une école publique, la tendance a changé. Tu ne verras pas, en tout cas, un enfant d'un ministre, un enfant d'un directeur de cabinet, un enfant d'un conseiller. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. C'est malheureux ça. Si, on n'encourage pas. Ils sont conscients donc qu'au public, l'enseignement n'est pas... Voilà. Donc, si aujourd'hui, on n'amène pas tous ces gens-là, ces enfants-là, à aller à la source pour dire que l'école publique nous appartient tous, nous devrons œuvrer pour que ça marche. Donc, nous avons l'obligation de ramener nos enfants pour que nos enfants puissent connaître que
on est dans une école publique et dans l'école publique, aujourd'hui, c'est ça qui a fait grandir nos parents. Mais ça ne serait pas possible parce que dans les écoles privées, ce sont ceux qui nous gouvernent, qui ont des transactions, qui ont ces écoles privées, qui mettent leur argent dans ces écoles privées pour les créer et qui subventionnent ces écoles privées. Donc, ce n'est pas possible. Hussein Issa, avez-vous connaissance des premiers résultats? Comme on vient de le dire, les réussites, c'est au niveau des établissements privés. Vous, quelle est votre appréciation de ces premiers résultats qui ont commencé à sortir? Pour l'instant, on ne peut pas présager, mais toujours est-il dit que, bon, ça, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bons résultats sont produits dans les écoles privées. Au niveau des écoles publiques, qui est à l'école publique, c'est les enfants des indigents, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment où c'est même une situation qui a été délibérément créée, où on a marchandisé l'école. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, il ne faut pas t'assurer que ton enfant va avoir une éducation de qualité. Et c'est avec la politique que ça s'est fait. Ces mêmes acteurs politiques-là, c'est eux qui sont à l'origine de cette situation-là. Ça montre qu'ils n'aiment pas l'école. Ils font du bruit autour de l'école, mais ils n'aiment pas véritablement l'école. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement pour faire la promotion de la chose. En même temps, vous envoyez vos enfants dans des écoles, il faut payer 3 millions, 2 millions, 3 millions à un enfant à l'école primaire. Ça montre un peu que bon, c'est juste les discours qu'ils tiennent aux gens, mais la vraie réalité est là en ce qui concerne les écoles aujourd'hui. L'école publique est complètement par terre. Ça, même dans les grands centres urbains, allez-y voir dans les villages, dans les zones reculées où on a créé des collèges ruraux là. Là, ça n'a même pas fonctionné souvent. Ça montre un peu que bon, c'est de la démagogie, tout ce qu'ils disent autour de l'école. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience à leur niveau, en consistant à chacun d'entre eux de ramener son enfant dans l'école publique. Là, on va les croire. Voilà. Non, mais non, c'est pas difficile. Ça peut être une politique. Voilà. On peut décider que quiconque, quel que soit ton niveau... Tu es dans le gouvernement, ton enfant doit être dans une école publique. Alors, on peut bien... L'école publique, là, maintenant, même, c'est tué avec leur histoire de COGES, là. Malheureusement. Où non, il faut... Je vais te dire, Maimouna, au Rwanda, c'est ce que Kagame a fait. N'est-ce pas? C'est une décision peut-être qu'on doit prendre, qui doit être appliquée. Chacun doit amener. Tu ne peux pas. Et même la santé, du point de vue de la santé, non, tu ne vas pas à l'extérieur. Tu vas dans les formations santé, que tu sois ministre, que tu sois ceci, cela. Tu tombes malade, ça veut dire on va renforcer le dispositif pour qu'on puisse te soigner dans le centre public. Beaucoup reste à faire, beaucoup reste à faire. Qui montre que vous aimez le pays véritablement. Payer le gardien. 25 pour payer le gardien. Oui, j'ai dit la cotisation 25 chaque fin du mois pour payer le gardien, pour arranger, peut-être mettre... Ce sont des contributions. Mais ça, c'est pas eux qui ont amené. C'est pas ceux qui ont, oui. Vous savez, une fois là, moi j'avais amené la question de... Moi je suis choqué par le fait que des ministres du gouvernement ont leurs enfants dans les écoles publiques. Et quelqu'un m'a dit non, les gens sont libres. J'ai dit non. J'ai dit moi, si je suis président de la République là, je vais imposer aux ministres, je vais dire, vos enfants là, si l'école primaire là, c'est l'école publique, il faut commencer. Parce qu'il faut convaincre les gens que mais vous êtes censé mettre en œuvre la politique nationale de l'éducation nationale. Et vous-même, vous ne croyez pas à cette politique-là. En tout cas, l'école publique, vous ne croyez pas. Oui. Mais vous ne croyez pas à l'école publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites à votre poste? Beaucoup reste à faire pour que vraiment l'école nigérienne, comme le dit l'autre, retrouve ses lettres de noblesse. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Le 20 juin, le monde a célébré la journée mondiale des réfugiés avec pour thème l'espoir loin de chez soi. Cette journée adoptée lors du 50e anniversaire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés a pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. À Niamey, l'UNHCR a organisé une conférence au cours de laquelle le représentant de l'UNHCR a indiqué que le Niger est l'un des pays qui donne la chance aux réfugiés à travers leur inclusion. Je propose d'écouter Emmanuel Djinak, représentant de l'UNHCR au Niger. Le Niger est aussi exemplaire par sa vision et son intime conviction que l'inclusion des réfugiés dans les communautés d'accueil où ils ont pu trouver paix et sécurité est sans doute le moyen le plus efficace de reconstruire leur vie tout en contribuant au développement des régions qui les accueillent.
Très concrètement, le Niger fait cela en octroyant le droit aux réfugiés à postuler à des emplois, à s'inscrire dans des écoles et à accéder à des services tels que le logement ou les soins de santé. Pour les réfugiés, loin de chez eux, le fait de se sentir acceptés et accueillis est source d'espoir. Et nous donnons de l'espoir aux réfugiés lorsque nous leur donnons les moyens de se développer, de prospérer et de choisir la vie qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Nous avons également pris en considération l'importance de l'éducation, permettant par exemple aux étudiants nigérians de DIFA de passer leurs examens grâce à un accord inédit de partenariat entre les ministères de l'Éducation nationale du Niger et du Nigeria. C'était là donc le représentant de l'UNHCR au Niger, Emmanuel Djinak, qui se prononce sur l'accueil donné aux réfugiés au Niger. Selon lui, donc, le Niger donne la chance à ces réfugiés à travers une inclusion. Ousseini Issa, quelle réaction après écoute? De ce point de vue, je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand on a vu un peu partout dans toutes les régions pratiquement aujourd'hui. Vous avez du côté, dans la région de Walam, Tilabéry, toute la région de Tilabéry, vous avez des camps de réfugiés que le Niger a bien accepté de mettre en place, Oui. Liés au conflit qu'on connaît, n'est-ce pas? Quand vous revenez dans la zone de Tawa, c'est la même chose. Quand vous voyez un peu à Difa, c'est aussi la même chose. C'est des gens qui sont accueillis, on crée les conditions pour qu'ils ne se sentent pas, comme avait dit, abandonnés. Il y a une assistance qui leur est donnée. Quand on crée des écoles, on ne fait pas de distinguo entre les déplacés internes et les réfugiés. Ils vont tous dans les mêmes écoles. Moi, je pense que de ce point de vue, le Niger, quand même, et comme on avait dit, montre le bon exemple, quoi, n'est-ce pas? Mais bon, maintenant, peut-être c'est ce qui se passe dans la région d'Agadez un peu que je trouve un peu déplorable. Quelle est la situation? Dans la région d'Agadez, ce qui est en train de se passer, moi, je dis quelque part, il y a une espèce de foutaise de la part des Algériens. En quoi, comment, qu'est-ce qui Ils se prennent passe? les gens chez eux là-bas, ils prennent n'importe qui. Toutes les nationalités, ils viennent, ils déversent à Samaka. Au point zéro, c'est à 15 km de Assamaka. Les gens viennent à pied souvent. Dans des situations Oui. pénibles. Alors, moi, j'ai dit quelque part, même s'il y a des accords qui nous lient, et la dernière fois, le problème a été posé, même s'il y a des accords qui nous lient, il n'est pas question de continuer à nous déverser des Érythréens, des Somaliens, des comment on veut dire, toutes les nationalités pratiquement. Ils viennent, ils les déversent. Parce que le Niger est devenu un pays de transit. Oui, mais non, souvent, d'accord, quand ils passent par le Niger pour aller, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par le Niger pour aller en territoire, comment dire, algérien. Ils passent par d'autres mécanismes, d'autres cheminements. Mais pourquoi alors, quand les Algériens les prennent, ils viennent nous les déverser? Ça pose un sérieux problème de pression sur, comme avait dit, les ressources locales au niveau d'Assamaka. J'ai un petit frère qui travaille là-bas. Mais souvent, quand il me décrit les situations, aujourd'hui, parce que chaque fois, le Niger a eu à l'acter, mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, quand on amène des Érythréens, comment ça s'appelle, des Somaliens, systématiquement, le Niger les refoule vers l'Algérie. Parce qu'on ne peut pas continuer. C'est tout le problème qui se pose, c'est que souvent, ils sont très violents. Effectivement. Ils présentent un danger sérieux quand ils sont là. C'est des gens agressifs. Souvent, tu trouves parmi eux, tu trouves même des anciens, comment dirais-je, machines de guerre, miliciens et tout. Moi, je pense que il faut trouver un mécanisme avec les autorités algériennes pour mettre fin à ça. Parce que l'accord qui avait été signé, je me rappelle, c'était pour rapatrier les Nigériens qui vont faire la mendicité là-bas. Oui. Les Algériens ont profité de ça, maintenant pour ramasser pratiquement toutes les nationalités subsahariennes pour nous déverser régulièrement, je vous dis, régulièrement. Dans le mois, au moins 3 ou 4 convois. Vous imaginez ce que ça fait? Souvent, ils font 1 mois, 2 mois, ils sont là-bas, dans des camps de machins de transit. Et ça pèse sur, comme avait dit, les populations, les ressources des populations locales. Moi, je dis ça, et on ne peut pas continuer à accepter ce genre de choses. L'accueil donc et la prise en charge est assez satisfaisante pour ces réfugiés ici au Niger, comme le dit Ousseini. Et notons qu'en raison des bonnes dispositions qu'il a prises pour l'accueil des réfugiés et du modèle qu'ils représentent dans leur prise en charge, le Niger a été choisi comme l'un des 6 pays co-parrains du prochain Forum mondial sur les réfugiés prévu à Genève, en Suisse, et en décembre 2023. Vous, Memouna, quelle est votre appréciation? Je ne peux que joindre ce que vient de dire Ousseini. C'est vrai, le Niger est terre d'accueil. Le Niger met son énergie, et en tout cas pour
pour aider, en tout cas, ces réfugiés. Mais est-ce que ça donne également cette possibilité à l'Algérie, comme l'a dit Ousseini, de reverser toutes ces nationalités-là au niveau d'Agadez, au niveau de Asmaka? C'est la question des migrants. Oui, parce que en fait, c'est quoi? L'humanitaire, c'est vrai, il y a ceux qui sont en nécessité et des fois, il y a ceux qui ne sont même pas en nécessité et qui viennent renforcer ou bien qui viennent augmenter le nombre. Quand on regarde, c'est vrai que la frontière Mali, nous sommes en guerre, en insécurité. Le Burkina, nous sommes également en insécurité. Et des fois, il faut être très vigilant avec ces gens qui viennent. Ils peuvent être, c'est vrai, ils sont reconnus comme étant des personnes très fragiles, des personnes qui ont besoin de soutien, ils sont dans le besoin. Mais il faut faire très attention aussi, parce que on ne peut pas dire que tous ces gens-là qui viennent pratiquement de ces pays-là sont là pour l'humanitaire. Il faut veiller qu'il y ait des contrôles systématiques. Je ne suis pas contre X ou Y, mais des fois, là où on ne pense même pas, c'est là où on peut trouver des récalcitrants. Donc, c'est très important et c'est vrai, on ne peut que féliciter le Niger à continuer à aider avec ses partenaires, ces gens-là qui viennent pour l'humanitaire, qui sont vraiment dans des situations qu'il faut les aider, les assister, mais il faut également trouver un mécanisme pour pouvoir alléger certaines choses au niveau de nos frontières. Merci. De sécuriser nos frontières. C'est très important. Garé Amadou, selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ils sont environ 300 000 réfugiés en provenance des pays voisins comme le Niger, et le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Alors, selon vous, quelle doit être la conduite de ces réfugiés accueillis sur le sol nigérien, leur terre d'accueil? Oui, mais quand vous venez dans un pays, la moindre des choses, c'est de respecter les us et coutumes et les lois de ce pays-là. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre les populations dans une situation d'insécurité. Vous devez vous adapter aux lois de ce pays-là et respecter surtout les populations que vous venez de trouver. Parce que ce que Hussein a dit au niveau d'Assamaka, c'est une situation qui commence à devenir dangereuse. Parce que on me dit qu'il y a des villages dans lesquels, la nuit, à partir de 20h, on empêche aux filles de sortir parce que c'est très dangereux. C'est dangereux. Oui, parce que parmi les réfugiés, il y a des gens qui sont pratiquement des bandits en fait. Donc, vous voyez, si vous ne respectez pas les lois de ce pays-là, eh bien, vous créez une situation qui peut aboutir à votre expulsion. Moi, j'ai dit que le Niger est un pays accueillant, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas aussi exagérer. Concernant même, il ne faut pas abuser. Je vais vous dire même quelque chose. Concernant même l'Algérie, moi, j'ai lu une déclaration d'une association de Touaregs algériens qui accuse l'Algérie d'expulser des Touaregs de nationalité algérienne qu'on a amenés à Assamaka. Des centaines de familles qui ont été rapatriées à Assamaka. Pourtant, c'est des Algériens. Parce qu'il y a des Touaregs en Algérie. Pourquoi, selon vous? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des Touaregs algériens, vous savez. Mais il y a une sorte d'amalgame et on les a pris, on les a amenés au Niger, alors que c'est des nationalités algériennes. Ça, ce problème-là, c'est un problème nouveau qui vient d'éclater. Et il faudrait que l'État du Niger le gère. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a pris, je suis sûr qu'ils sont au courant de cette information-là et qu'ils sont en train le ministère de l'Intérieur est en train de mettre les bouchées doubles pour le régler. Mais c'est une situation qui commence à devenir inquiétante parce que là, c'est un flot qui commence à venir. C'est des Algériens Touaregs qui sont en train d'être ramenés au Niger, soit disant que ce sont des Nigériens. Vas-y. Le défi donc est énorme pour notre pays dans la question de l'accueil et la prise en charge même des réfugiés vivant sur le sol nigérien. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 23 juin. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant également, et Garé Amadou, directeur de publication du journal Le Canard déchaîné et journaliste à La Nation. La régie technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Seni Saka. Merci donc à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada.
Les samedis et dimanches à partir de 18h15, les forums en langue Hausa et Zerma. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous.